Bon, on va démarrer. Donc, bon, j'espère que je vous souhaite la santé. Escadrone, on vous propose une série de webinaires durant ces périodes de confinement. L'idée, c'est de vous proposer des thématiques différentes, que ce soit sur les domaines aériens, sous-marins ou de surface. Là, vous avez le planning des webinaires restants. On a peu de place restante sur ces webinaires. On est en train de voir la possibilité d'en recréer d'autres par la suite. Quoi qu'il arrive, c'est des webinaires qu'on enregistre et qu'on met disponibles en ligne, que vous pouvez retrouver via nos réseaux sociaux par la suite. On va, d'ici demain, mettre en ligne les webinaires de la semaine dernière. Donc, le sujet du jour, c'est la réglementation européenne vis-à-vis du drone aérien. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu notre décryptage et notre lecture de cette réglementation européenne qui arrive à partir du milieu d'année de cette année et qui va mettre à peu près 4 ans à se déployer dans sa globalité. Je vous propose de vous présenter rapidement qui on est, Escadrone, de vous faire une petite introduction sur la réglementation aérienne et des rappels sur ce qu'on a aujourd'hui en France vis-à-vis du drone aérien. On traitera ensuite justement de cette lecture du nouveau règlement européen et on ira un peu plus loin pour voir un petit peu ce qui est prévu à plus long terme. On clôturera cette présentation par un temps de questions-réponses. La présentation devrait durer une demi-heure et on aurait une demi-heure de questions-réponses à la sortie. Escadrone, on est une entreprise créée en 2014. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises du bâtiment, travaux publics, de l'industrie, la recherche, vers l'intégration de la robotique autonome dans leurs activités. Cet accompagnement, il passe par de la distribution, du conseil, du choix à la vente. On a des contrats de distribution, notamment pour l'aérien chez DGI ou Delair. On accompagne par les formations et logiciels associés à ces drones. Donc, on a des contrats de distribution chez Metashape, par exemple, avec DJI Terra, Pix 4D, et des formations sur l'usage des drones aériens, le permis en quelque sorte qui est nécessaire aujourd'hui dans notre réglementation française. Et on a aussi toute une partie conception, développement et support client après-vente, puisqu'on est, nous, historiquement issus de la conception-assemblage de drones aériens. Notre présence aujourd'hui, elle est sur les secteurs aériens, mais aussi marins, sous-marins et terrestres. On va proposer donc des petits robots qui sont de plus en plus autonomes sur ces secteurs-là. Donc la réglementation aérienne, pourquoi on réglemente ces usages? Ça intervient dans un ensemble complet qui est l'aviation civile. Et les organes de l'aviation civile, ils ont pour rôle de gérer le transport. Donc ça, c'est la partie la plus visible et la plus connue, le fret aérien aussi, mais l'aviation d'affaires, les ballons, le parachutisme, l'aéromodélisme. Donc on voit qu'il y a aussi une part de loisirs, le vol libre, l'ULM, la voltige, le drone et pour certains pays, l'aviation civile gère aussi la partie aérospatiale. Son rôle, c'est d'accompagner tous ces secteurs dans le développement donc on a tout ce qui est lié à la sûreté, à la sécurité, tout ce qui est lié au contrôle aérien et la régulation économique des acteurs, mais aussi être un soutien dans la construction aux entreprises et la formation pour justement opérer ces activités avec des consignes et des guides et aussi des règlements qui visent ces différentes activités. Les aviations civiles ont bien entendu aussi un rôle de développement durable pour optimiser toutes ces activités vers un monde plus propre, si on peut dire, ou en tout cas une activité plus propre. L'organisation globale de ce secteur aéronautique, elle est aujourd'hui
orientée grâce à l'OACI, qui est l'Organisation de l'aéronautique civile internationale. Elle dépend de l'ONU, cette organisation, et elle émet des normes internationales pour aider les pays à légiférer et organiser un petit peu ça au niveau global pour que l'avion qui décolle à Paris puisse atterrir à New York et que tout se passe bien. Euh, on a en Europe une organisation qui est l'EASA qui a pour but d'aider les pays de l'Union européenne à créer, éditer et appliquer des règles en matière de sécurité et des règles qui viennent bien de ces normes internationales éditées par l'OACI. La DGAC, c'est la Direction générale de l'aviation civile française. C'est l'organe central de l'aviation civile en France. Le principe qui est à la base de toute cette réglementation aérienne, de façon générale, on a ségrégué les espaces de vol pour pouvoir éviter les conflits entre les activités. Donc, c'est un petit peu cette base-là qui aujourd'hui est derrière toutes nos réglementations et on a des volumes de vol. Donc, c'est toutes ces cartes que, au milieu du drone, on lit et on essaie de comprendre euh, pour pouvoir effectuer les bonnes démarches en fonction des zones de vol, mais c'est donc bien des volumes qui sont réglementés. Le drone, il s'en sert dans toute cette réglementation globale. Et on a aujourd'hui en France une réglementation qui a été créée en 2012 qui définit un cadre pour l'usage du drone. Cet usage aujourd'hui, il est différencié. On a différentes réglementations ou guides en fonction que l'usage soit du loisir, de l'expérimentation ou des activités particulières. Les activités particulières, c'est tout ce qui est lié à l'exploitation commerciale d'un drone. Donc, ça va être la majorité des activités sur lesquelles on accompagne nos clients. Euh, dès qu'on a une idée commerciale avec le drone, donc ça dépasse aussi le critère de facturation. Hein. C'est vraiment, est-ce que la donnée va être utilisée à but commercial? Donc, dans de la promotion, par exemple, même si elle est faite à titre gratuite, elle est quand même soumise à cette réglementation d'activité particulière. Le loisir, c'est vraiment tout ce qui est propre au loisir, donc le plaisir de piloter. On n'a pas de notion de commercialisation des événements, de ce qu'on capture comme données. Historiquement, on avait une limite caméra, est-ce qu'on prend des données ou est-ce qu'on n'en prend pas? Aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qui est fait avec cette donnée. L'expérimentation, c'est vraiment ce que ce mot veut dire, c'est vraiment des cas isolés d'expérimentation sur des choses très particulières. Euh, c'est pas des choses, c'est pas, par exemple, dans les développements des drones qui rentrent dans les futurs, qui rentreront dans les futures activités particulières. On n'est pas dans l'expérimentation. On va pouvoir développer ces drones dans le cadre des activités particulières. C'est vraiment sur des projets atypiques, hein, comme un petit peu ce projet Amazon. Notre réglementation drone aujourd'hui, elle est donc là, on va plus particulièrement se pencher sur les activités particulières qui sont vraiment le cœur des métiers de nos clients et le cœur de notre activité. On a différentes lois et arrêtés qui régissent notre activité. Les derniers arrêtés datent de décembre 2015 et ils définissent 4 scénarios de vol, 4 scénarios d'usage, donc le scénario 1, le scénario 2, le scénario 3 et le scénario 4. Pour le scénario 1 et 2, on va être dans des zones non peuplées, donc ça va être tout ce qui est à la campagne. On a la possibilité de faire du hors-vue en scénario 2, on doit garder le drone en vue dans le scénario 1, on a des périmètre d'évolution qui varie en fonction des scénarios. Donc, le scénario 1, on est sur un périmètre restreint, 200 mètres autour de l'opérateur et 150 mètres de hauteur maximum au sol, avec des drones qui vont faire une charge maximum de 25 kg. Sur le scénario 2, on a une surface d'évolution qui est un peu plus importante. On va avoir une distance d'évolution possible d'1 kilomètre à l'opérateur et un plafond de vol qui va être de 50 ou 150 mètres en fonction du poids du drone. Quoi qu'il arrive, on est limité toujours à ces 25 kg. Le scénario 3, lui, va permettre le vol en zone peuplée. On va avoir une limite sur la machine un peu plus basse en termes de poids, donc de 8 kg. On doit garder le drone en vue et évoluer dans un périmètre d'une centaine de mètres, de 100 mètres autour de l'opérateur et 150 mètres de hauteur toujours.
Le scénario 4, c'est un scénario longue distance, donc on va nécessairement perdre le drone de vue et on a des contraintes fortes sur le matériel. Donc on est limité à 2 kg, mais ce matériel doit emporter beaucoup d'éléments techniques qui permettent ce suivi à distance. On n'a pas de limite et on a toujours ce plafond à 150 mètres sol. Les opérateurs, dans ce scénario-là aussi, ont des contraintes assez fortes sur leurs compétences. Ils doivent être pilotes aéronefs habités pour pouvoir exercer après formation dans ce scénario 4. Donc, autour de ces scénarios d'usage, on a en France un fonctionnement global qui s'oriente autour d'un exploitant. Cet exploitant va faire appel à des télépilotes qui sont eux-mêmes formés par des centres de formation et des fabricants vont produire des machines conformes à la réglementation française, des sortes de passage aux mines, si on faisait une analogie avec la voiture, qui vont être possédés par des propriétaires de drones qui peuvent être les exploitants ou non. Ces exploitants, aujourd'hui, il y a une plateforme Alpha Tango qui leur permet de gérer toute cette activité et qui, à terme, sera vraiment l'organe central de cette activité professionnelle réalisée avec le drone. L'exploitant va dans son activité réaliser des démarches annuelles ou biannuelles qui sont de l'ordre de la création de son activité, la déclaration de ce qu'il a fait. Et on va avoir tout ce qui est démarche récurrente qui est plutôt lié à quelle zone de vol ou dans quel endroit je vais réaliser mes vols. Donc, les cas assez flagrants, c'est par exemple, si je vais voler en ville, c'est un vol dérogatoire, donc je vais devoir créer une dérogation et demander à déroger à la règle principale qui interdit le vol en ville. On a ces mêmes types d'autorisations sur les aérodromes qui sont des surfaces fermées par défaut et donc nous, on va demander à pénétrer ces volumes de vol. On va se pencher sur cette nouvelle réglementation que l'Union européenne propose et vers quoi on va aller. La France, elle est très moteur sur ce nouvel règlement et tout ce qui a été fait depuis 2015 est déjà dans l'optique de cette uniformisation européenne. Il y a différents atouts qui vont aller avec ce nouvel règlement. Donc pour les opérateurs, c'est un nouveau territoire plus grand, plus important. La Suisse va aussi se conformer à cette réglementation. Donc, ça va permettre aussi pour tous les pays, les usagers frontaliers de pouvoir travailler dans un pays ou dans l'autre. Du moment qu'on a fait les démarches dans un pays, ce sera valable dans toute l'Europe. On a un besoin de réglementer absolument ces usages puisque l'idée des organes d'État, c'est de limiter les risques aux tiers au sol, mais aussi aux tiers en l'air et pouvoir faire en sorte que l'aviation en général puisse continuer à fonctionner avec le drone et que les tiers au sol soient protégés aussi de ces drones qui demain seront de plus en plus présents dans le ciel. On a différents règlements qui ont été publiés en mars de l'année passée. Je les ai indiqués pour information. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est ma lecture de ces textes, les discussions qu'on a eues avec les différents intervenants de l'aviation civile et la compréhension qu'on en a aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à définir dans cette réglementation, notamment pour ce qui est de nos activités professionnelles, mais on va y arriver. Peut-être avant de démarrer, il y a une organisation qui est derrière tout ça. Donc, c'est l'organisation JARUS, c'est un groupe d'experts international qui a pour but de créer des recommandations et méthodes pour les États afin de les aider à légiférer et organiser le drone dans l'espace aérien. Ce groupe, il a développé différentes choses, dont une méthode, la méthode SORA, qui est une nouvelle méthode d'analyse des risques, qui permet et qui est derrière cette réglementation européenne. Il y a de fortes chances que donc, cette réglementation européenne, qui est basée sur les consignes et recommandations de ce groupe d'experts, soit très similaire à d'autres réglementations dans le monde, aux US par exemple, puisque ce groupe d'experts a pour but d'être derrière plusieurs réglementations. Donc, on devrait avoir des choses un peu similaires pour cette raison-là, mais aussi pour d'autres. L'aviation civile est aujourd'hui déjà
très global et les contraintes et les défis qu'on a en France pour intégrer le drone dans l'espace aérien sont les mêmes que ce que les US ont, puisqu'ils ont la même aviation qui fonctionne de la même manière, a priori. Donc Jarus, c'est le groupe d'experts qui est derrière cette réglementation. Donc cette réglementation drone européenne, donc on va revenir sur le timing, mais l'application démarre à partir du milieu de 2020 et va prendre à peu près 4 ans pour se mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a gommé, l'Europe gomme le fait qu'on utilise le drone en loisir ou en professionnel. L'Europe définit des catégories d'usage qui découlent du risque au tiers. Donc, on a une catégorie qu'on appelle open ou ouverte, qui est la catégorie à risque faible. On va être sur des machines de faible poids et des usages dans des zones qui s'apparentent à ce qu'on a aujourd'hui en loisir ou en scénario 1 non réglementé pour les professionnels. On a la catégorie spécifique qui, elle, va contenir tous les usages professionnels qu'on connaît aujourd'hui, donc les scénarios 2, scénario 3, scénario 4, mais va autoriser aussi beaucoup plus de choses dans le développement du drone. On va pouvoir proposer et soumettre ou des fabricants ou des exploitants, des vols autonomes, des vols en essaim, des choses qui sont aujourd'hui réglementairement interdites et auxquelles on doit déroger. Là, on aura une méthode pour présenter ces choses-là à l'aviation civile et ça va un peu plus largement déployer les usages du drone de façon plus large que ce qu'on a aujourd'hui, où aujourd'hui on est quand même cantonné à de la captation de données, bien souvent dans le visible, sur des surfaces qu'on connaît dans les scénarios 1, 2 et 3. Demain, on va pouvoir imaginer plus de choses avec cette réglementation. Et la catégorie certifiée, donc là, qui est la catégorie risque fort pour les tiers, on est sur des machines de fort poids qui ne rentrent pas dans la catégorie spécifique et des usages qui sortent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça va être, par exemple, tout ce qu'on entend autour des taxis Uber autonomes, volants, donc, qui vont rentrer dans cette catégorie certifiée. Les États se dotent d'une réglementation pour permettre d'avancer sur ces sujets-là. Bien entendu, cette catégorie risque fort va être très contrainte au niveau des compétences aux opérateurs. Donc, il y aura un certificat léger d'exploitant qui va être beaucoup plus lourd que ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre scénario 2, 3, 1, 2, 3 professionnel. On va être vraiment plus proche de ce qu'est l'aéronautique en termes de certification de machines, en termes de certification de compétences des opérateurs. C'est vraiment ouvrir la porte à ce que propose Uber ou les taxis volants ou d'autres projets. Je parle d'Uber, mais il y a d'autres projets. Donc, l'idée de l'Europe, ça a été vraiment de réglementer en fonction du risque, ce qui paraît assez logique, et de gommer cette idée loisir professionnel qu'on a aujourd'hui, même si on retrouve des marqueurs quand même dans tout ça. Donc, la catégorie ouverte, open, c'est la catégorie qui est la mieux définie aujourd'hui et qui commence à être applicable à partir du 1er juillet 2020. Cette catégorie est définie elle est composée de différentes sous-catégories de risques. Donc, la catégorie A1 qui est le risque très très faible, la catégorie A2 et la catégorie A3 qui va être le risque le plus fort dans cette catégorie open. Sur la catégorie A1, on voit qu'on a des drones qui sont, donc là j'ai un peu listé les exigences de ces catégories, les classes 0, classe 1 de la catégorie 1. On a donc des drones qui vont faire soit moins de 250 grammes, soit moins de 900 grammes. On est sur aujourd'hui le grand loisir avec les drones, par exemple chez DJI Spark ou les Mavic, même s'ils sont un peu au-dessus encore aujourd'hui, mais peut-être que les futures versions seront adaptées à cette réglementation, je l'imagine, ou les Mavic Mini le sont aussi, par exemple. Donc là, en restant chez DJI, mais chez Parrot, on retrouve les mêmes gammes de poids aussi avec les Anafi, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des mini-drones et on va avoir différentes obligations sur ces petits drones de retour home, de géofence, de signalement électronique, d'enregistrement du drone vis-à-vis des autorités. On a après la catégorie A2 où là, on va monter jusqu'à 4 kg. Donc, on va aller à peu près jusqu'aux drones qui sont un peu plus gros que des fantômes et qui va permettre,
on a peut-être vis-à-vis de notre réglementation là un plafond plus bas aussi pour s'harmoniser avec l'Europe. On va avoir un plafond à 120 mètres au lieu des 150 mètres qu'on a aujourd'hui un petit peu de façon générale. Et catégorie 3 et 4, classe 3 et 4, qui vont permettre le développement de drones maison, entre guillemets. Donc là, on va être aussi peut-être plus sur ce qui est l'aéromodélisme euh, et les fabrications maison. On a différentes. Donc là, on a vu les critères machines et les exigences qu'il devait y avoir sur ces machines. Sur la partie exploitation, on va avoir ou non des tolérances sur la proximité de tiers on va avoir aussi des compétences de l'opérateur et des formations différentes. Alors, des opérateurs qui devront enregistrer leurs compétences d'exploitation de drones ou non. Donc là, dans cette catégorie open, on n'a pas d'obligation d'enregistrement de l'activité. On a une obligation d'enregistrement des drones, mais pas de l'activité professionnelle. Donc on voit bien que ça, c'est plus on se rapproche plus de ce qu'on est du loisir aujourd'hui et on va avoir des formations qui vont être composées de questionnaires en ligne ou de questionnaires éventuellement présentiels sur certaines sous-catégories au risque plus important, donc les catégories A2 et A3. Pour conclure, cette catégorie open, elle est aujourd'hui très proche de ce qu'est le loisir et, euh, et elle va intervenir au niveau de ce qu'on avait en activité professionnelle sur le S1 hors zone réglementée. Donc ça, c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que la personne qui possède une structure qu'elle souhaite inspecter ou autre et dont elle est sûre qu'elle est à la campagne, que le vol peut se faire en vue et qu'elle est hors toute zone réglementée. Il y a eu une analyse qui a été faite par cette entreprise. Elle sait que sa zone est libre de toute contrainte. Elle va pouvoir exploiter de manière professionnelle un drone sans avoir les formations qu'on a aujourd'hui et les compétences nécessaires aujourd'hui avec notre réglementation française. Donc, c'est vraiment un petit peu la différence qu'on va avoir, c'est que ce loisir qu'on a aujourd'hui, et ben demain, ça va être la catégorie open, mais ça va inclure aussi le S1 hors zone réglementée. Il faut savoir que dans ces catégories, l'Europe laisse la liberté à chaque État de définir des zones de non-vol. Donc, bien entendu, chaque État reste maître de son espace aérien et les zones de non-vol qu'on a aujourd'hui au-dessus des agglomérations, au-dessus des aérodromes, au-dessus des zones militaires, enfin toutes ces zones interdites, réglementées qu'on a aujourd'hui, demain, ces drones-là, il est très, 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 très peu probable que l'aviation civile fasse le choix de laisser ces drones opérer dans ces zones-là. Il est même à peu près certain, puisqu'on a eu des échanges avec l'aviation civile, qui nous confirment bien que cet article 15 sera utilisé pour restreindre les vols de ces drones dans ces zones réglementées. Donc peut-être de façon plus générale, si on regarde un petit peu ce qu'on a, nous, dans nos milieux professionnels aujourd'hui, eh ben, ça va créer peut-être des nouveaux acteurs qui sont sur leur site industriel à la campagne, hors toute zone réglementée et qui font des vols à vue. Ces acteurs-là, qui aujourd'hui prenaient peut-être pas forcément du drone pour des questions de réactivité, de coûts, de formation, parce qu'ils ne voulaient pas le faire en interne ou même en externe, demain, ils le feront peut-être en interne. On ne peut pas imaginer que les personnes aujourd'hui qui font de la prestation de service pour différents acteurs se retrouvent dans cette catégorie-là, parce que ça reviendrait un petit peu à dire je suis prestataire de service, mais je peux travailler que dans 10% des missions. Donc, il y a 90% des missions où je ne peux pas répondre parce qu'il y a un aérodrome, parce que j'ai besoin de faire du rendu, parce que j'ai besoin d'aller voler en ville. Il faut savoir que les formations minimales de la catégorie open ne permettront pas, bien entendu, de bosser dans la catégorie spécifique qu'on va voir juste derrière, qui, elle, a des niveaux de compétences plus forts. Donc, on ne peut pas imaginer que les personnes qui sont aujourd'hui prestataires de services drone soient dans cette catégorie-là, parce que ça en ferait des prestataires qui pourraient travailler que sur 5 à 10% du besoin. Ça va plutôt créer des nouveaux acteurs qui vont s'équiper ou faire appel à des petites structures internes, parce qu'elles savent qu'elles ont leurs sites qui sont uniquement hors toute zone réglementée à la campagne et que leur inspection se fait à vue. Donc la catégorie spécifique de cette réglementation européenne, elle est, elle,
vraiment ce qu'on a aujourd'hui en scénario 2, en scénario 3 et en scénario 1 réglementé et en scénario 4 dans une certaine mesure, puisqu'aujourd'hui, le scénario 4 au niveau européen n'est pas vraiment encore prévu. Cette catégorie-là, il y a une trame de base qui est posée, qui est la catégorie spécifique, qu'on appelle hors scénario standard, entre guillemets, puisque dans cette catégorie spécifique vont être créés des scénarios standards. Donc, c'est ça qu'on attend avec impatience vis-à-vis de ce qu'on, par rapport aux activités qu'on mène aujourd'hui. Ces futurs scénarios standards, ils vont prévoir des cas standards d'usage dans cette catégorie spécifique qui vont ressembler au scénario 2 et au scénario 3. Donc, on va avoir des cheminements pré-tracés pour utiliser ces drones. Ça va donner des critères sur les machines, ça va donner des critères sur les zones d'évolution, des méthodes pour demander des méthodes de formation dans ces catégories. Donc là, on va être vraiment sur ce qu'on fait aujourd'hui en scénario 2 et 3. Et donc, je reviens à ce que je disais initialement. La France est vraiment impliquée très tôt dans cette réglementation européenne et on ne va pas avoir de grands chamboulements, peut-être sur des hauteurs de vol. On voit qu'on est encore à 120 mètres, mais des limites de poids qui vont un peu varier. Donc là, j'avais fait moi les calculs où j'arrive à peu près à 22 kg maximum. En fait, on va plutôt être autour de 25 kg. C'est en fonction des vitesses et des impacts. Mais on va vraiment retomber sur ce qu'on a aujourd'hui avec ces nouvelles catégories. Mais on a cette catégorie principale qui est le standard, le scénario, pardon, le fonctionnement de la catégorie spécifique qui, elle, permet du coup de prétendre à tout ce qui va être vol autonome, vol en essaim. On a une méthode, donc cette méthode SORA, qui a été définie, construite par le groupe Jarus. Cette méthode SORA, on va avoir la possibilité, l'État français regarde à créer une méthode simplifiée pour le scénario 4, mais ça va créer la possibilité de faire soit des nouveaux scénarios standards issus de cette trame, soit en tout cas des méthodes préécrites pour prétendre à opérer le drone dans le scénario spécifique hors standard. Donc, cette méthode SORA qui est derrière tout ça, elle va permettre de créer un projet de vol autonome ou de vol en essaim, de le présenter à l'aviation civile via cette méthode SORA et d'avoir un go ou un no-go sur une activité qui aujourd'hui est interdite par défaut. Donc c'est vraiment, ça ouvre vraiment le marché à d'autres usages et ça prépare le marché au futur de ce que sera le drone professionnel. On retrouve des compétences et des déclarations d'exploitation sur les scénarios. Hein. Donc, on a soit une autorisation d'exploitation si on est dans le cadre d'un vol en autonome ou S1, donc on attend vraiment l'autorisation. Sinon, on est sur de la déclaration, ce qu'on fait déjà aujourd'hui. On retrouve des similitudes avec notre déclaration en scénario 2 et 3. Et des formations théoriques et pratiques qui vont être très, très similaires à ce qu'on a aujourd'hui. La France a changé son format certificat d'aptitude théorique drone il y a maintenant 1 an et demi ou 2. C'était déjà dans l'optique d'aller vers ça, donc on va rester sur des choses très, très similaires. À la lecture de tout ça, on a quand même des très, très grandes similarités avec les tenues des maps, les déclarations d'exploitation, les obligations de souscription d'assurance, l'homologation des drones qui vont être définies dans ces futurs scénarios standards. Donc, on attend aussi ça avec impatience. Les qualifications de l'exploitant et du télépilote restent très, très, très proches de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça va ouvrir la porte à de nouvelles choses très intéressantes et certainement des nouveaux marchés. Donc pour terminer, sur la troisième catégorie d'usage qui est prévue par la réglementation européenne, donc pour revenir, on avait la catégorie open qui serait un petit peu l'équivalent du loisir et du S1 hors toute zone réglementée, la catégorie spécifique qui est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui en scénario 2, 3, 4 et S1 réglementé, et la catégorie certifiée qui, elle, est vraiment une ouverture vers d'autres usages qui aujourd'hui sont vraiment pas développés en France, mais qu'on voit apparaître dans certains autres pays. Donc, cette catégorie certifiée, elle nécessitera une licence allégée, mais une licence quand même qui se rapprochera beaucoup plus de ce qu'est une licence PPL aujourd'hui que ce qu'on a aujourd'hui en drone, qui est quand même assez light vis-à-vis des habitudes aéronautiques. Là, on va être vraiment très proche des certifications aéronautiques vis-à-vis des UAS, donc US Unmanned Aerial System, donc les drones, et vis-à-vis des exploitants. Ça sera dans cette catégorie certifiée, ce qui ne rentre pas dans la catégorie spécifique vis-à-vis des critères machines. Donc, on va être sur des machines lourdes
et ce qui implique du survol de rassemblement de personnes ou du transport de personnes ou du transport de marchandises dangereuses qui peuvent présenter des risques en cas d'accident. Donc, pour conclure sur cette réglementation, sur la mise en place qui est, alors peut-être qu'on va avoir des petits changements, je ne sais pas, vis-à-vis de ce qu'on vit actuellement, mais en tout cas, ce qui était initialement prévu et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la catégorie ouverte commence à rentrer en application à partir de juillet de cette année. D'abord dans un format un petit peu limité, donc ça va être un petit peu partiel, le temps que les États mettent à jour leur système de formation en ligne, mettent à jour éventuellement leur carte de non-vol, etc. Adaptent un petit peu tout ça et ce sera pleinement applicable dans 2 ans. Applicable et ce sera aussi que celle-là qui sera applicable. Donc la réglementation française loisir, mais qui n'est pas d'ailleurs très très bien définie aujourd'hui, n'existera plus. Sur les scénarios, sur le scénario spécifique, qui est donc qui sera le cœur de notre activité demain, les scénarios français, ils restent applicables pendant 4 ans à peu près, pour ceux qui travaillent aujourd'hui, qui sont déjà définis aujourd'hui. On a la catégorie spécifique hors scénario standard qui démarre en juillet de cette année, donc ça va permettre à des entreprises de créer des projets en vol autonome, par exemple. Donc ça démarre à partir de cette année. Et l'analyse de risque simplifiée PDRA devra être publiée aussi à cette date pour pouvoir être utilisable. Il y a aussi des méthodes de formation à cette méthode d'analyse qui doivent être publiées par le ASA. D'ici la fin de l'année, on devrait connaître les scénarios standards. Ils devraient être définis et publiés. Et ils seront applicables au mi-2022 à peu près. Mais les scénarios français resteront applicables en parallèle. On devrait, c'est à peu près à 4 ans, avoir uniquement ces scénarios-là applicables. La France, elle a quand même presque 2 ans pour convertir tout notre système actuel vers le futur système, que ce soit au niveau des autorisations de vol, des zones de vol, des zones géographiques. Il faut savoir que cette réglementation et les conditions sur les drones inversent demain le, aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de DGI, DGI crée à partir d'algorithmes sur des cartes des zones de non-vol. Demain, les États fourniront à DGI ces zones de non-vol. Donc, il y a quand même tout un travail à construire, à la fois avec les fabricants, au niveau du contenu. Donc, on a à peu près 2 ans, la France, pour se mettre à niveau vers ça. Et la catégorie certifiée qui rentre en vigueur, mais qui aujourd'hui reste très elle est très en dehors de ce qu'on fait actuellement. Voilà pour cette réglementation européenne. En voyant un peu plus loin, si on veut aller, si on veut voir beaucoup plus loin, ce que prépare l'Europe, il y a un projet qui est lancé par la Commission européenne qui s'appelle U-Space. Ce projet, il vise à intégrer totalement le drone et proposer des outils décentralisés de gestion des drones en vol aux États. Donc, ce projet U-Space, il a différents jalons de U1 à U4 jusqu'en 2030 à peu près, voire plus. Nous, aujourd'hui, on est sur les premiers jalons qui sont commencer à enregistrer les machines, à faire en sorte qu'elles puissent être identifiées et qu'elles aient du geofencing. Donc, on voit qu'on y est déjà et que c'est des choses qui démarrent. À terme, l'idée, c'est vraiment d'intégrer le drone dans l'espace aérien aux côtés d'autres aéronefs habités. Ce projet U-Space, il est mené aussi en parallèle du projet Ciel unique, où aujourd'hui les États ont la gestion chacun de leur ciel au-dessus de leur territoire. Ça pose certaines contraintes vis-à-vis de l'aviation générale, hein, par exemple, où des fois les avions pour faire Paris-Marseille, eh bien, ils font des trajets qui ne sont pas tout à fait rectilignes parce que les couloirs de vol l'imposent.
Demain, il y a une idée de ciel unique en Europe où il y a une seule gestion du ciel qui est créée et ça permettra d'optimiser beaucoup de choses aujourd'hui qui sont pas très enfin, qui sont cohérentes vis-à-vis de la réglementation, mais qui ne le sont pas techniquement. De faire un Paris-Marseille en passant par Bordeaux, c'est pas très logique. Du coup, demain, effectivement, ce projet U-Space, il est aussi mené en parallèle de ce ciel européen, de ciel unique vis-à-vis de l'aviation générale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a Escadrone, je vous rappelle, propose tout un panel de formations qui est aujourd'hui à la fois dans comment opérer le matériel dans le cadre réglementaire français. Demain, on s'adaptera au cadre réglementaire européen. On a aussi des formations sur des outils et logiciels différents et aussi et donc sur des gammes de produits qui peuvent être sous-marins ou en bathymétrie. On a tout un panel de formations qu'on propose, pas uniquement sur cette partie réglementaire, et dans différentes localités en France. Donc aujourd'hui, chez nous, c'est Julien Vacari qui s'occupe de l'organisation et de la commercialisation de toutes ces formations. On est joignable sur contact@escadrone.com où vous trouverez aussi beaucoup d'informations sur notre site web. Voilà, je vous remercie pour votre attention.